Si on continue avec les profils purs, après le R, des relations, le I, des idées, on va sur S de la structure et des structures. Alors, la famille de besoins, c'est les besoins de confirmation. Alors, si on peut venir illustrer ça en prenant des exemples de la petite enfance, l'enfant qui, maintenant, sait marcher, découvre le monde, maintenant sait parler. Et donc, il sait parler. Et à 3 ans, il y a quelque chose de complètement neuf dans tous les pays développés où on a l'argent pour le mettre en place. Il y a une école à 3 ans. Il y a une pré-école à 3 ans qui peut être le kindergarten, qui peut être la maternelle ou quoi que ce soit, mais il y a une école à 3 ans. Et donc, l'enfant commence à aller à l'école et en fait se socialise. Et là, il apprend les règles de la vie en société. Pendant 3 ans, il va être soumis à une vie en collectif, en groupe, avec la maîtresse qui dirige les choses. Et donc, il fait son apprentissage social. Bon, c'est une époque très, très importante pour lui. En ceci qu'il apprend à se comporter en groupe, à respecter la propriété des autres, à se mettre debout quand on lui dit de se mettre debout, à s'asseoir quand on lui dit de se mettre s'asseoir, etc., etc. Donc les règles de la vie en société. Le deuxième aspect, c'est l'usage de la langue. En fait, l'enfant continue à découvrir le monde, mais maintenant, il veut comprendre ce qu'il découvre. Donc ça fait une différence par rapport à l'époque qui précède, à l'année qui précède. Il veut arriver à comprendre et il pose des questions. Il pose des questions à ses parents et c'est assez intéressant de voir comment il pose des questions. Il pose des questions, mettons, à sa mère. Sa mère lui donne une réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il va voir son père, il pose la même question. C'est comme s'il voulait vérifier, faire un audit immédiat et vérifier que la réponse des deux personnes qui comptent pour lui, les deux réponses sont les mêmes. Il fait pareil avec sa maîtresse, il fait ça avec son grand frère, etc., etc. Donc il vérifie, il veut avoir la confirmation des réponses. Et c'est comme ça que petit à petit, il progresse dans la connaissance. Il progresse par couches successives, en quelque sorte. Alors il fait aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que de temps à autre, il pose des questions dont il connaît déjà la réponse. Et alors on peut se demander pourquoi il fait ça. Alors sans doute pour obtenir la confirmation à nouveau, mais aussi pour montrer un peu, pour sonder si son interlocuteur sait ce qu'il sait lui déjà. En tous les cas, il le fait et il le fait souvent, c'est-à-dire de répéter des questions dont il connaît la réponse. Alors, ce qui est encore plus intéressant que de voir l'enfant faire ça, c'est de voir des adultes faire la même chose. Et on peut se demander pourquoi les adultes font ça. Pourquoi un adulte va poser une question dont il serait capable lui-même de donner la réponse. Et on s'aperçoit que certains adultes, et en fait ces adultes en général ont cette dominante comme profil, la dominante S comme profil, en fait ces adultes vont voir leur supérieur hiérarchique, par exemple, vont voir quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Pour être confirmé. Quelque chose qu'ils savent déjà. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont sur la bonne route? Est-ce que ça, c'est clair? Et je pense qu'il y a, au-delà de la confirmation et de la vérification, qui sont en ligne avec leur supérieur hiérarchique, qu'ils ont la bonne connaissance et la bonne réponse, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est très, très important et qu'on va retrouver comme vraiment au cœur de ce langage, qui est en fait un évitement de la responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas eux qui ont donné la réponse, mais c'est leur chef qui a donné la réponse, c'est le chef qui a la responsabilité de donner la réponse. Et eux évitent d'avoir la responsabilité de donner une réponse qui... voilà. Alors, et là, moi, je l'associe tout de suite à un besoin qui est vraiment, vraiment pivot chez les personnes qui sont à dominante S, c'est le besoin de confiance. C'est-à-dire que très souvent, qu'est-ce qui se passe? La personne ne va pas prendre l'initiative, ne va pas prendre la responsabilité, par exemple ici, d'une réponse, ne va pas prendre le risque d'être
de ne pas donner la bonne réponse ou de donner une réponse qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir le soutien de son supérieur hiérarchique. Donc, la confiance en soi dont elle a besoin pour prendre une initiative, une responsabilité, pour donner une réponse qui n'a pas été confirmée déjà, ben, la confiance en elle dépend de la confiance que son supérieur lui dit avoir en elle et de la confiance qu'elle a elle-même dans son supérieur, que son supérieur va la soutenir dans tous les cas. Ça a beaucoup à voir avec de la conformité. Ça a beaucoup à voir avec de la conformité. C'est-à-dire que effectivement, ces personnes aiment finalement aiment à avoir un cadre bien établi, en général à suivre des procédures. C'est la période, si on revient vers l'enfance, être bon élève. C'est comme être bon élève, c'est exactement. Ils sont bons élèves. Ils sont bons élèves ou ils génèrent des bons élèves. C'est-à-dire que s'ils peuvent se mettre aussi en position de dire exactement quoi faire et comment le faire aux gens qui travaillent avec eux. Donc, si tu fais bien, si tu fais comme tu dois le faire, ouais. Tu es quelqu'un d'ok, tu es un bon élève. Voilà, c'est ça. Et là, ça va être le cœur de ce langage-là. Alors, ils aiment les cadres, ils aiment les procédures, ils aiment le savoir-faire, ils aiment savoir comment faire. Donc l'intégration sociale est vraiment importante. L'intégration est importante et le respect ensuite des règles sociales du groupe est très important. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à étonner les gens, ils ne cherchent pas à les surprendre. Au contraire, ils cherchent à ce qu'on dise d'eux. Il fait les choses comme il doit les faire, il se comporte comme il doit se comporter. Et c'est en fait la base d'un bon élève. Le bon élève connaît les règles du jeu, s'adapte aux règles du jeu et essaie de tout faire pour être conforme aux règles qui sont définies. Alors ça va être quelqu'un qui va marcher avec une certaine transparence de son comportement, ou des explications claires, de l'information claire, etc., qui va aimer les rapports contractuels, parce que les rapports contractuels offrent une garantie que les gens vont le suivre. C'est quelqu'un qui est aussi, qui quand il va faire quelque chose, cherche à le faire bien, et selon les processus établis. Bon élève. C'est un bon élève. Alors ça amène ces personnes à constituer, enfin à construire un certain nombre de qualités, de talents particuliers. Un des premiers talents qu'une personne à dominante ES a, en fait, c'est avant d'agir, de réfléchir avant d'agir. Et de réfléchir et de se préparer à agir de la bonne manière. C'est-à-dire que la personne va réfléchir, va mettre en place une procédure ou un planning ou une organisation en fait, et va suivre ce planning et cette organisation. Ce planning peut être avec des étapes et avec des critères de résultats qu'il faut atteindre à chaque étape, etc. etc. Mais si tu veux bien faire, tu réfléchis. Comment tu fais pour bien faire. Et donc ils réfléchissent avant de faire. Bon, ça, c'est une des caractéristiques. Alors, on pourrait parler de leur survie tout de suite, parce que la survie, qu'est-ce que c'est? Ça n'est jamais que une qualité poussée à son excès, trop forte, exagérée d'une certaine manière. On sent bien que quelqu'un qui a ces qualités formidables de se réfléchir avant d'agir, et ensuite de suivre son organisation et son planning, bon, en survie, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut réfléchir trop avant d'agir. Et être lent. Et il se tient au cadre. Et il se tient au cadre. Et si jamais il y a quelque chose qui est un changement inopiné, quelque chose de non prévu, très souvent, de pas réglé. Il est un peu perdu. Il peut être un peu perdu là-dedans. Ou alors réagir avec rigidité, c'est-à-dire s'en tenir au cadre qu'il a établi et au process qu'il a établi, alors qu'il n'est plus approprié étant donné qu'il y a eu un changement de... Mais c'est la règle. C'est comme ça qu'il faut faire, donc on fait comme ça. Voilà, on fait comme ça. Alors un autre élément où les personnes à dominante ES sont très bons, c'est que non seulement ils font bien les choses, mais ils cherchent à les améliorer.
C'est-à-dire qu'ils ont en tête, en fait, les démarches d'amélioration continue, les démarches de qualité. Prendre un process et essayer de le rendre plus efficace, c'est naturel chez eux. Ils font ça dans leur vie personnelle, ils font ça dans leur vie professionnelle. L'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est ça, ils adorent ça. Ils adorent ça, et d'ailleurs, ils s'équipent par rapport à ça. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils mesurent la performance. Ils aiment contrôler les performances et ils aiment mesurer les performances. Donc, ils utilisent des ratios, par exemple, pour voir quelle est la productivité ou la rentabilité comment s'améliorer. Et ils comparent ça dans le temps. Ils tracent des courbes de points pour voir l'évolution. Si c'est amélioré, bon, ils sont vraiment, c'est vraiment une récompense pour eux. Vraiment une récompense. Et donc, ils vont passer du temps comme ça, à mettre en place des processus d'amélioration, à les contrôler, à vérifier que ça marche bien. Alors ça, c'est en croissance. Là encore, c'est très précieux, surtout en entreprise, parce que non seulement ils réfléchissent avant d'agir, non seulement ils s'organisent, ils se préparent, mais en plus, ils s'améliorent au fil du temps. Donc ça, en entreprise, évidemment, ce sont des contributeurs à la fois fiables et vraiment remarquables. Alors en survie, comment ça se passe? En survie, en fait, ils vont avoir du mal à concevoir autre chose que l'amélioration continue. C'est-à-dire que cette amélioration continue les garde dans le système existant. Donc changer de système. Changer de système est très difficile. Changements disruptifs, voilà, très difficile. Les innovations de rupture, les vrais changements sont très difficiles. Parce qu'en fait, ils sont bons avec un système qui est éprouvé, dont ils ont fait l'expérience. Si le système n'est pas éprouvé, ils n'en ont pas fait l'expérience, en fait, c'est prendre un risque trop important. Ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de référence et donc ils ont tendance à ne pas tenter ça et à garder le système ancien qu'ils essaient d'améliorer. Donc on va avoir des gens qui sont très souvent, ils sont attirés par la technologie, ils sont attirés par les techniques de gestion aussi, etc. Ils sont très à l'aise avec les systèmes d'information. C'est des gens modernes et en même temps, ce sont des gens très conservateurs. Donc ça donne un mélange, en apparence paradoxal, de modernité et de conservatisme à la fois. Un autre élément qui est assez intéressant dans leur qualité, c'est que, en fait, je l'ai dit plusieurs fois, ils ont un tempérament de spécialiste. Ils font bien leur travail. Notamment, dès le départ, si on leur donne une manière de faire, ils suivent la procédure et ils sortent le travail. Très rapidement, ils deviennent spécialisés à la procédure. Et très souvent, en fait, ils ont un intérêt pour à la fois se spécialiser et devenir plus savants dans leur domaine. Donc c'est d'une graine d'experts, en quelque sorte. Et dans leur domaine, en général, on peut leur faire confiance. Ils connaissent le domaine. Ils connaissent le domaine et ils mettent d'abord, c'est leur intérêt personnel. Ils ont une fierté à vraiment bien faire et à savoir et à avoir accumulé de la connaissance pratique notamment. Alors, ça c'est encore un avantage qui les rend, encore en organisation dans le monde du travail, non seulement fiables, mais précieux, mais en plus, on sait que ce sont des éléments, ce sont des gens de référence, quoi, hein. En survie, qu'est-ce que ça donne? En survie, en fait, leur spécialisation est souvent une clôture sur eux-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, ils sont à l'aise dans leur territoire, ils sont à l'aise dans leur cadre, et ils se soucient souvent très peu de ce qu'il y a en amont et ce qu'il y a en aval. Ça, je sais, le reste, je ne m'en occupe pas. Le reste, c'est pas ma spécialité. Donc, étant donné que c'est pas ma spécialité, je m'en mêle pas. Hein. Et ils invitent d'ailleurs les autres, par rapport à leur propre territoire, leur dire, attends, moi je n'ai rien à dire sur ta spécialité ou sur ce que tu as à faire parce que je ne connais pas, mais convenons que tu n'es pas un spécialiste de ce que j'ai à faire. Donc le mieux, c'est que tu t'occupes de tes affaires et moi je m'occupe des miennes. Bon, donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une rigidité. Il y a une rigidité et ils cloisonnent. Ils cloisonnent les choses. Ils sont très jaloux de leur territoire. Ils n'aiment pas qu'on vienne dans leur territoire, surtout si on n'est pas quelqu'un qui a la connaissance du territoire, tel qu'ils l'ont eux-mêmes.
Et donc, ça crée des silos, en quelque sorte, dans l'organisation. Et quand on veut faire des projets transverses, eh bien, c'est très difficile. Tout le monde connaît ça dans l'industrie, par exemple. Quand un programme veut utiliser les services d'un bureau d'études et qu'on passe à travers les métiers du bureau d'études, chacun veut imposer sa méthode et son cadre. Arriver à faire quelque chose de transverse avec une collaboration entre des gens qui ont chacun leur spécialité, ça devient très très difficile. Donc on rencontre ça un peu partout. Alors, maintenant, il y a un autre point, c'est que, en fait, ce sont des gens aussi qui aiment bien les choses concrètes. Donc, les personnes à dominante S aiment bien les choses concrètes, ils ont les pieds sur terre, ils aiment les choses réalistes et pratiques. Et là encore, c'est quelque chose qui va donner confiance, parce que quand ils parlent de quelque chose, c'est quelque chose de documenté, de concret, d'observé. Ils traitent des données, ils font de l'analyse de données. Donc, ils sont sur des faits observables, sur des données tout à fait vérifiables, et ils traitent les données et avec des méthodes qui sont des méthodes patentées. Ils sont dans le présent. Et ils sont dans le présent, et ce qui est... Alors là, on peut voir les avantages de tout ça, c'est-à-dire que c'est des gens réalistes et qui ne parlent pas pour ne rien dire, ou qui ne rêvent pas, ce n'est pas des rêveurs du tout. C'est des gens tout à fait qui sont pour des choses très concrètes et tangibles. Bon, le problème qu'il peut y avoir en survie, quand ils sont en survie, c'est qu'en fait, comme tu le dis, ils sont dans le présent, et ils se centrent sur leur méthode et sur leur manière de produire les choses. En fait, où est-ce qu'ils vont avoir du mal? Bon, sortir du cadre, ça on l'a vu déjà, mais en même temps, quitter le temps présent pour se projeter dans le futur. Le futur, c'est prendre des risques, c'est ne pas savoir. Ne pas savoir. C'est expérimenter. Et puis ça demande à être plus conceptuel aussi, c'est pas seulement pratique. Donc la vision, c'est souvent, ça leur parle pas, si on parle de vision. C'est quand ils sont en survie, ils comprennent pas ce que ça veut dire, la vision. La stratégie, ils ont du mal. Ils préfèrent la mise en œuvre de la stratégie que la conception elle-même de la stratégie. Donc ça fait que, finalement, comme ils sont centrés sur leur petit territoire et qu'ils n'ont pas le grand écran, ils ne regardent pas les choses dans un grand écran et qu'ils ne regardent pas le futur, si on pourrait dire que comme ça, comme deux axes, un axe qui part vers le futur et puis un axe qui donne la transversalité d'un processus de production ou de réalisation, en fait, ils ont deux faiblesses en survie, et pour se projeter dans le futur et mettre en perspective les choses par rapport à une vision et une stratégie, et à la fois de regarder la séquence complète d'amont en aval. Alors ça leur entraîne une autre faiblesse, c'est de ne pas donner, de priver l'action et ce qu'ils font du sens que ça a. Parce que aujourd'hui et maintenant, la méthode qu'ils emploient est plus importante que quoi ? Ça donne le sens. Voilà, c'est le sens, mais ce sens est limité. Et donc, pour leurs collaborateurs, le sens, c'est simplement d'un travail bien fait. Mais pourquoi on le fait ? Quel est le but ? Quel est le projet ? Quelle place ça va prendre dans un environnement plus grand ? Non, très souvent, ils ne vont pas le définir. Non, parce qu'ils ne l'ont jamais défini. Ils se sont toujours comme un bon élève. Ils se mettent dans un cadre qu'un autre a défini. Oui. Donc, ce sont pas des architectes de cadre. Ce sont des personnes qui travaillent avec le cadre qu'un autre a défini. Voilà. Alors, surtout en survie. En croissance, ils récupèrent des capacités et tout ça. Un autre point encore où on peut voir leurs qualités, leurs défauts, vraiment dans une correspondance logique. En fait, ce sont des gens, en général, qui ont une tendance à être loyaux, à la fois fidèles et loyaux. C'est-à-dire qu'ils respectent l'autorité. Socialisation. Donc on respecte, on respecte les règles. Et eux jouent leur rôle à l'intérieur d'un système, par exemple, à l'intérieur d'un système hiérarchique, ils jouent leur rôle exactement à l'intérieur de ce système hiérarchique. Et ils vont assumer leur rôle et ils vont respecter celui des gens qui sont au-dessus d'eux. Donc c'est des gens en qui on peut en avoir encore plus confiance.
Et eux, j'insiste sur la confiance parce qu'eux marchent à la confiance. Si une autorité au-dessus d'eux décide de faire quelque chose, c'est qu'il a ses raisons. C'est qu'il a ses raisons. Et donc, a priori, il va faire confiance dans l'initiative de l'autorité. Et ce sont des rouages loyaux qui font bien leur travail, donc particulièrement précieux dans toute organisation. Maintenant, si on regarde les mêmes en survie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelquefois, la confiance qu'ils ont dans l'autorité peut être une confiance aveugle, une confiance crédule, en quelque sorte. C'est la règle, je l'applique, même si ça donne aucun sens. Si ça n'a aucun sens. L'autorité a certainement ses raisons pour me demander de faire ça, donc je vais le faire. Et donc, ça leur enlève du sens critique, mais ça leur enlève aussi, en fait, très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Tac, tac, tac. Ils sont dans leur cadre et ils font leur boulot. Si ce qui est en dehors du cadre, en fait, ils ne s'en préoccupent pas. Et ils ne se sentent pas responsables. Ils ne se sentent pas responsables. C'est d'autres personnes qui sont responsables. Et si d'autres ont décidé que ça allait être comme ça et comme ça, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Donc, ils ont tendance à se déresponsabiliser dès qu'ils sont en dehors du cadre, dès qu'ils auraient à sortir du cadre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sortent pas du cadre. En survie, ils ne prennent pas les initiatives hors cadre. La réalité peut être évidente devant eux. Ils préfèrent ne pas regarder la réalité et de rester dans leur champ de responsabilité établi, qui est convenu, et de fermer les yeux. Alors ça donne des personnes qui pourraient faire des choses sans regarder à quoi servent leurs choses ou quelles sont les conséquences de ce qu'ils font. Même des choses qui ne sont pas éthiques. Oui, y compris des choses qui ne sont pas éthiques. Si c'était la règle, si c'est l'ordre qui a été donné, je l'exécute. Je l'exécute. Donc on a plein d'exemples dans le monde professionnel et dans le monde social de choses de ce genre qui peuvent avoir des conséquences tout à fait importantes. Alors, on voit les immenses qualités que ces personnes ont et on voit les faiblesses aussi en survie qu'ils ont. Si tu vois maintenant une personne en S que tu dois coacher, qu'est-ce que tu lui proposes pour sortir en fait de la survie? Sortir de la survie, c'est sortir du cadre, hein, c'est sûr. Alors, il va falloir d'abord lui donner de l'énergie, comme toujours, c'est-à-dire, et comment on lui donne de l'énergie? Vraiment en démontrant qu'on a confiance en elle, hein, pour que souvent, dans un premier temps, puisque cette personne a dû bien faire son travail à l'intérieur du cadre, la féliciter de ce qu'elle a fait à l'intérieur du cadre, de telle sorte qu'on lui donne un peu l'énergie pour être capable d'ouvrir son champ. Et puis ensuite, c'est d'agrandir le cadre. Alors, souvent, ça peut passer par une forme d'information ou de formation, lui montrer comment on analyse une situation dans un cadre plus large, comment on donne du sens à quelque chose qui est restreint comme ça, comment en élargissant le cadre, ça prend un sens particulier. Et comment on gère une situation qui est hors cadre, une situation particulière. Parce qu'eux ne se mettent pas en position de gérer la situation hors cadre. À la limite, ils voudraient traiter la situation à l'intérieur du cadre alors qu'elle est hors cadre. Et donc, avoir finalement l'intelligence d'une situation en élargissant le cadre et en donnant un sens différent, donc en recadrant les choses, et en montrant comment on peut, en fait, mettre en place une procédure particulière par rapport à un cas particulier, n'invalide pas le travail qu'ils font à l'intérieur du cadre, mais au contraire le renforce. Ça leur permet de gérer plus de choses en même temps. Donc ça, c'est un apprentissage. On peut dans certains cas, on peut leur poser des questions sur qu'est-ce qui les bloque, pourquoi ça n'est pas possible de sortir du cadre, qu'est-ce qui se passerait si on sortait du cadre, parce qu'ils ont des peurs à sortir du cadre. Ils seraient responsables tout Ils seraient responsables d'un coup. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la confiance. Est-ce que s'ils sortent du cadre, est-ce qu'ils peuvent avoir la confiance qu'ils vont être soutenus par la hiérarchie, par exemple? Si on est le supérieur hiérarchique, il va falloir leur assurer de la confiance que
si on veut qu'ils prennent des initiatives, mais qu'on leur donne une assurance qu'on va les couvrir. Par écrit. Par écrit, c'est mieux. Voilà quelques éléments. Alors, plus profond encore, il faudrait poser le problème de la responsabilité. C'est ça. Parce qu'ils se déresponsabilisent. Et de les mettre en face de l'évidence qu'ils sont en train de se déresponsabiliser. Et donc d'abandonner leurs responsabilités. Et bon, les faire réfléchir sur les conséquences que ça a. Parce que très souvent, en se déresponsabilisant, ou en se protégeant pour ne pas être responsable, très souvent, ils vont se rendre responsables de bloquer les autres. De bloquer les autres. Parce qu'en survie, très souvent, ils bloquent les processus. Ils sont des goulots d'étranglement. Donc arriver à bâtir le grand cadre, à redonner le sens, à montrer que des situations exceptionnelles, des procédures exceptionnelles peuvent répondre à des situations exceptionnelles, et à poser le problème de la responsabilité. Je pense que ces éléments-là sont importants. Merci Robert. Merci. Ah oui, alors peut-être un mot supplémentaire, c'est dans quel métier on trouve ces gens-là? Ah, on l'a presque oublié. C'est vrai, on a presque oublié. Bon, évidemment, partout il y a de la technologie. Soit de la technologie de l'engineering, avec les ingénieurs logistiques, qualité, sécurité, planning, ordonnancement. Aussi, hein. Alors, développement, quand le développement d'un produit, voilà, quand ça devient très précis et concret, oui. Administration. Dans l'administration. Comptabilité, audit, contrôle. Tout ce qui doit être très précis. Voilà. Et où il y a une connaissance de référence, c'est-à-dire les juristes aussi sont souvent, ont souvent besoin aussi d'avoir une connaissance de référence pour pouvoir. La jurisprudence va les aider énormément. Des domaines d'experts. Des domaines d'experts, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est là qu'on va les trouver par excellence. Alors ils sont à l'aise aussi partout où les environnements sont stables. Puisqu'ils ont un côté conservateur et technique, d'une certaine manière, quand les procédures sont stables, ils sont à l'aise. Donc on va les retrouver dans des grandes administrations et des grandes entreprises. Et plus l'entreprise est grande et plus c'est technique, plus on va trouver de personnes qui ont ce profil-là. Et là, on voit comment de grandes entreprises ont de grosses difficultés de changement. Oui. Parce qu'en fait, ils ont plein de profils qui sont anti-changement. Qui sont conservateurs. Donc tout d'un coup, quand il y a un changement, ça devient dramatique tout d'un coup. Ouais. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce profil-là qui est très très important dans beaucoup de secteurs industriels et de services. Ouais. Merci. Merci.